Merci Josué pour cette belle présentation. La prochaine présentation va être faite par Molène Pierre. Molène a étudié à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire avec une spécialisation en production végétale. Dans le cadre de son mémoire de fin d'études, elle a travaillé sur la détermination des causes de la rupture du pseudotron chez les plantains dans la plaine de l'Arcaïe, dont l'agent pathogène est responsable des anomalies observées. Elle a réalisé son dernier stage au projet AREA et au programme Extension Experiment, où elle a participé à l'interview d'agriculteurs dans la région de Kenskov sur l'organisation des associations paysannes. Elle est actuellement assistante de recherche au programme Climate Smart Solutions au sein du projet AREA et a travaillé sur les mécanismes d'adaptation agricole et non agricole face aux risques climatiques. Merci Molène. Merci Caroline. Donc la présentation que je vais faire est titrée Adaptation au choc climatique, perspective des agriculteurs en région rurale et montagneuse d'Haïti. C'est un travail d'équipe et cette équipe était composée de Caroline Stowe, Angelo, Eder Milor, Gérald Mouret, Rosalie Koenig et moi, Pierre Boulet. Tout d'abord, voyons un peu dans quel contexte nous avons réalisé cette étude. Eh bien, en Haïti, nous enregistrons beaucoup de pertes liées aux fluctuations climatiques. Et ces pertes vont continuer à augmenter étant donné que les températures continuent à augmenter et les pluies, elles, diminuent. Dans ce contexte, pour aider les agriculteurs, il serait important que les services de vulgarisation permettent aux agriculteurs de trouver des moyens de s'adapter à ces conditions défavorables de façon à minimiser leurs pertes. Mais les services qui existent actuellement dans le pays, eh bien, elles ne répondent pas de façon efficiente à ce besoin, étant donné qu'elles ne sont pas assez pertinentes dans leurs interventions. Donc, le projet AREA voulait implémenter un service de vulgarisation appelé PIXA, comme Caroline en a parlé. Donc, c'est pour implémenter ce service de vulgarisation, nous voulions être réalistes et aller de façon plus pertinente dans les conditions réelles dans lesquelles les agriculteurs évoluent. Donc, mais nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de manque d'informations. Par exemple, il n'y avait aucune information sur les perceptions des agriculteurs en ce qui concerne les risques climatiques, sur les impacts des phénomènes climatologiques défavorables ou comment ils réagissent, et aussi sur les ressources qui sont disponibles. Donc, pour combler ces manques, nous avons abordé ces thèmes et afin de mieux contextualiser l'implémentation de notre service de vulgarisation. Donc, nous voulions savoir quels sont les facteurs qui entrent dans le processus décisionnel des agriculteurs en tenant compte des options qui sont disponibles. Nous voulions également voir quels sont les impacts locaux des phénomènes météorologiques défavorables, que ce soit excès de pluie ou manque de pluie, et aussi quelles sont les stratégies que les agriculteurs mettent en place pour contrecarrer ces circonstances. Et également, quels sont les accès qu'ils ont aux ressources climatologiques et comment ils gèrent les situations défavorables quand ils se présentent. Donc, pour réaliser cette étude, quelle méthode nous avons utilisée? Eh bien, nous avons tout d'abord ciblé des agriculteurs qui font partie de la zone d'intervention du projet AREA. La zone d'intervention, comme vous pouvez le voir ici, et c'est dans la zone de Kenskov et aussi la zone de Boyavier, c'est du côté de Montby. Et ces agriculteurs, eh bien, nous avons réalisé des groupes de discussion avec eux pendant une durée de 6 mois, d'août 2018 à janvier 2019. Une équipe sur le terrain était composée d'un modérateur, d'un assistant du modérateur et d'un preneur de notes. Et nous avons réalisé aussi des enregistrements audio pour recueillir leurs réponses. Un guide d'entretien semi-structuré a été élaboré en créole. Tout d'abord, c'était un questionnaire en anglais auparavant qui a été ensuite traduit en français puis en créole. Et nous l'avons testé aussi avec des agronomes, des leaders locaux pour l'adapter aux agriculteurs. Et nous avons aussi interviewé les hommes et les femmes de façon séparée. Après chaque groupe de discussion, ce que nous avons fait, nous avons réalisé un débriefing. Nous
nous avons pu résumer les réponses des agriculteurs et aussi réaliser des résumés qui sont des consensus du groupe. Mais en même temps, nous prenons compte des réponses des agriculteurs avec leurs propres mots pour ne pas perdre leur fil d'idée. Et nous avons aussi compilé ces informations sur Excel et ensuite sur un autre logiciel appelé MaxQDA qui permet de coder les informations et de faciliter l'analyse par la suite. Pour analyser les informations, nous avons utilisé une méthode appelée analyse inductive ou encore ground theory qui consiste à comparer les réponses tout d'abord 2 à 2 et d'abord on compare deux groupes de discussion et on note les différences et les points communs et au fur et à mesure nous faisons le même exercice en ajoutant d'autres groupes. Au final, nous avons pu catégoriser leurs réponses en tenant compte des connexions qui existent entre leurs réponses et puis nous avons discuté sur les théories qui émergeaient. Au total, nous avons interviewé 16 groupes de discussion, dont 8 groupes d'hommes et 8 groupes de femmes. C'était assez facile parce que généralement les agriculteurs et les associations sont divisées, les associations de femmes, les associations d'hommes. Et nous avions 4 sites et nous avons réalisé 4 groupes de discussion par site. Au total, il y avait 104 participants, 51 hommes et 53 femmes. Le nombre moyen de participants par groupe était de 7. Et ils sont tous membres d'une association d'agriculteurs. Et ce sont des agriculteurs qui ont moins de 1,5 hectares de terre qu'ils cultivent. Pour bien comprendre le contexte dans lequel les agriculteurs évoluent, nous étions curieux de comprendre quelles étaient les options qui étaient disponibles. Qu'est-ce qu'ils avaient comme options. Et ici, dans cette figure, nous avons les options agricoles. Les options agricoles qui sont mentionnées, qui sont les plus pratiquées dans leur région. Et ce sont essentiellement des options agricoles, des options de culture, surtout maraîchères, et des options d'élevage. Par exemple, une des options qu'ils ont les plus mentionnées, c'est la culture du poivron, bell pepper. Et pour l'élevage, on va dire ils ont beaucoup mentionné l'élevage de chèvres, côtes. Pour les options non agricoles, les réponses étaient un peu différentes entre les hommes et les femmes. Par exemple, pour les hommes, nous remarquons qu'il y a une plus grande diversité d'options et ils sont plus enclins à laisser de côté l'agriculture pour aller vers d'autres métiers, d'autres travaux qui demandent un certain niveau de technicité, par exemple les gens qui travaillent dans les chantiers de construction. Et une des déclarations d'un groupe, c'est qu'il y a bien plantaire qui fait plus comme notre travail dans le chantier, par ces jardins. Depuis qu'il travaille, il n'y a plus de jardins pour faire l'autre job. Par contre, pour les femmes, elles seront plus concentrées dans le commerce. Et ce commerce, c'est surtout des produits agricoles, pas directement dans leur propre champ, mais qu'elles vont acheter d'autres producteurs pour aller les revendre. Donc, elles restent toujours connectées au milieu rural. Nous voulions comprendre également quel était le poids des aléas climatiques dans leur prise de décision. Et pour ce faire, nous voulions comprendre quels étaient les facteurs qui les influençaient. Et l'une des réponses qui venait le plus souvent, c'est le moment et la quantité de pluie. C'est l'un des facteurs qui les influençait le plus dans la prise de leurs décisions. Par exemple, le groupe a dit, ces saisons la pluie pour nous profiter parce que nous n'avons pas de l'eau. Donc, ils sont obligés d'attendre la saison de pluie. Et aussi, ils ont parlé de hausse de température qui les influence dans leur prise de décision. Également, une chose qui va influencer, qui va leur pousser à décider quelle activité ils vont entreprendre, c'est le potentiel de génération de revenus. Si une activité va générer plus de revenus qu'une autre, même si ce n'est pas une activité agricole, ils vont plus aller vers cette activité-là. Et aussi les intrants agricoles. Est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils ont les moyens d'investir pour les avoir? Et enfin, l'autoconsommation familiale. Même toujours au niveau des facteurs qui influencent leurs décisions, certains facteurs étaient plus spécifiques aux hommes qu'aux femmes. Par exemple, les hommes étaient plus concentrés sur la disponibilité d'engrais et de semences. Si pas de semences, nous ne pouvons pas planter.
et aussi quelles cultures qui sont plus résistantes et quelle est la disponibilité d'emplois non agricoles. S'ils génèrent plus de revenus, ils ne vont pas aller vers les activités agricoles, ils vont préférer aller faire d'autres emplois. Pour les femmes, elles disent que leurs décisions vont aussi être influencées par les personnes âgées, l'expérience grand monde et aussi la nutrition familiale. Elles se soucient de savoir quelle culture qui peut être cultivée et en même temps être bénéfique pour la nutrition de la famille. Comme nous l'avons vu tout à l'heure au niveau des facteurs qui influencent leurs décisions, le moment, la quantité de pluie, tout cela influence leurs décisions. Donc nous étions curieux de savoir à quel niveau les impacts et des phénomènes météorologiques les affectaient et aussi quelles étaient les stratégies qu'ils employaient avant et après les phénomènes climatologiques défavorables. Donc, dans le cas de sécheresse, l'une des réponses qui revenait le plus souvent, c'est la perte de rendement. Leur rendement diminue considérablement. Et aussi, il n'y a pas suffisamment de fourrage pour le bétail et il n'y a pas suffisamment d'eau pour la consommation animale et humaine. Et aussi dans les cas d'excès de pluie, ils vont encore mentionner le phénomène de perte de rendement. Leur revenu chute considérablement, entre autres choses. Maintenant, quels sont leurs mécanismes d'adaptation? Donc, l'une des choses que nous avons constatées, c'est que les agriculteurs, au lieu d'agir en amont, ils se trouvent dans une situation où ils se sentent impuissants face aux phénomènes climatologiques. Du coup, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est surtout des mesures réactives que proactives. Ils vont juste attendre que les conditions de redeviennent normales pour recommencer à planter. Et entre-temps, ils vont vendre leur bétail, ils vont abattre les arbres pour la production du charbon. Et dans les cas d'excès de pluie, c'est encore les mêmes choses. Ils vont encore attendre que les conditions redeviennent normales. Et une seule mesure qui a semblé, qui était un peu proactive, c'est le renforcement des infrastructures de drainage. Ok, nous voulons aussi comprendre quels étaient leurs besoins en information climatique et comment ils utilisaient les informations qui étaient actuellement disponibles. Donc, il n'y a aucun service et il n'y a pas vraiment de service de vulgarisation régulier qui peut aider les agriculteurs. Et ils sont livrés à eux-mêmes, ils discutent entre eux dans les associations, mais sans plus. Les informations qu'ils reçoivent, c'est surtout à travers la radio, dans les cas de cyclones. Mais le souci avec ce genre d'informations, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment pertinents. Les informations arrivent soit trop en retard, ou alors ils ne sont pas spécifiques à la région. Du coup, l'agriculteur ne peut pas faire grand-chose. Si on lui dit qu'une pluie va arriver dans un jour, est-ce qu'il a vraiment le temps, ou dans quelques heures, est-ce qu'il a vraiment le temps de faire quelque chose pour son bétail ou ses récoltes? Il n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose. Et aussi, nous leur avons demandé quelles informations supplémentaires ils voulaient recevoir. Donc, ils ont dit que plus ils reçoivent d'informations, plus ils seront en mesure de réagir à temps. Ils seront en mesure, par exemple, de transplanter de façon plus en retard pour avoir le temps pour ne pas perdre leur culture. Ou alors, ils vont augmenter ou diminuer la quantité de superficie cultivée, dépendamment si la situation sera en leur faveur ou non. Et pour la situation en Haïti, en ce qui concerne les services météorologiques, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que M. Marseille a fait une très bonne introduction. Nous voyons que c'est une catastrophe, il y a vraiment beaucoup de morts. Et donc, nous en avons fait déjà. Et donc, les résultats de cette étude, quelles sont les implications pour les services de vulgarisation et plus particulièrement l'implémentation de PICSA? Eh bien, nous pouvons conclure qu'il faut une véritable collaboration entre le service météorologique actuel et les services de vulgarisation. Ils doivent travailler de concert pour aider à produire des informations de qualité qui sont pertinentes aux zones d'intervention. Et aussi, les agents vulgarisateurs doivent être mieux armés pour informer les agriculteurs. On ne va pas envoyer un agriculteur interpréter tout seul des graphes de température, alors qu'il ne peut même pas lire. Il lui faut un agent vulgarisateur qui peut l'aider
à interpréter ces informations. Que signifie un nombre de millimètres de pluie? Qu'est-ce que cela implique pour lui, pour ses cultures, par exemple? Et aussi, ils doivent être en mesure d'accompagner les agriculteurs dans leur planification pour bien avant et au début de la saison, en tenant compte de ces informations climatiques et pour les interpréter également. Et enfin, c'est les services climatologiques, les services de vulgarisation qui veulent s'intéressent dans le domaine de la gestion des risques climatiques. Eh bien, ils devraient encourager les discussions autour des options de subsistance qui existent et pourquoi pas pousser les agriculteurs à innover de façon à adopter des options de subsistance qui seraient nouvelles et en même temps qui seraient même plus efficaces pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. Donc c'est tout pour moi et je vous remercie pour votre attention.